Passons maintenant à regard croisé. On ira en Tunisie pour évoquer ce suspense total avant le premier tour de la présidentielle. La République démocratique du Congo et cette affaire de 15 millions de dollars détournés qui embarrasse la présidence de la République. L'Algérie se dirige-t-on vers la création d'une autorité électorale indépendante? Et au Togo, la rentrée scolaire, c'est le lundi. On verra si c'est la sérénité autour du plateau. En tout cas, c'est serein. Thierry Afanoukou est là, directeur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Credo Tété, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Alors bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et aux téléspectateurs. La Tunisie, pour commencer, dernier meeting, derniers efforts pour convaincre les 26 candidats pour la présidentielle tunisienne conclue ce vendredi. Une campagne fiévreuse et mouvementée avant un premier tour dimanche à l'issue totalement incertaine. Ces derniers jours de campagne devraient également être marqués par une décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui finalement s'est prononcée pour le maintien en détention de Nabil Karoui, le mania du média, candidat également à ce scrutin. Voilà le contexte dans lequel se déroule cette élection. Le Premier ministre Youssef Chahed effectue quant à lui une dernière tournée dans les quartiers de la capitale, tandis que d'autres candidats font leur ultime déplacement en région. Thierry Afanoukou, il y a 5 ans, la Tunisie réussissait à faire une élection démocratique qui a vu porter au pouvoir le président Béji Caïd Essebsi qui est mort. Mais le contexte même dans lequel cette campagne s'est déroulée fait craindre pour dimanche. Oui, vous savez, l'élection qui a permis au défunt président d'arriver à la tête du pays était une élection d'après Ben Ali. Et aujourd'hui, je dirais que les Tunisiens sont en train d'expérimenter la démocratie et cette élection-là est une élection de grands enjeux. On voit ce qui se passe, c'est une incertitude totale. On croyait que le Premier ministre sortant pouvait faire l'affaire, mais vu le déroulement de la campagne, on voit que Nabil aussi, il a occupé suffisamment le terrain. C'est peut-être aussi par le fait qu'il a pas mal de moyens et ça lui réussit bien que on l'a mis en prison. Le travail continue d'être fait sur le terrain. Le danger qu'il y aurait si jamais il franchissait le premier pas, le premier tour, on se demande quelle serait la suite. Je crains que le pays ne se verse de nouveau dans la violence parce que c'est quelqu'un qui est très populaire dans les milieux désœuvrés, dans les milieux défavorisés et ça laisse à craindre. Maintenant, c'est une élection qui va permettre de rebattre les cartes politiques dans le pays, ce qui fait que chacun essaye de se positionner. Mais il revient donc aux Tunisiens de décider de qui confier la destinée de leur pays dans les prochaines années. Francisco, l'élection aurait été véritablement un grand suspense si on avait eu que les deux gros partis qu'on connaît, Nida Tounes et Ennahda, sauf que il y a eu des éclatements au sein de ces partis, si bien que tous ceux qui sont en course, les 26, il y en a beaucoup qui sont des poids lourds. Oui, il y a beaucoup qui sont des poids lourds. Et la seule fausse note, c'est l'incarcération de l'un des candidats, Nabil Karoui. Et il disait tout à l'heure que, en fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. C'est pas quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Il faut séparer ce qu'on appelle le riche et du possédant. Le riche, comme on le dit ailleurs, qu'on appelle les Ougadja, chez nous, c'est le possédant généreux. Parce que en Tunisie, Nabil n'est pas le seul qui a suffisamment de richesse. Mais le peu qu'il a, il essaie de partager avec les pauvres. Et c'est en cela qu'on voit on met la différence fondamentale entre celui qui est riche
et celui qui est un simple possédant, qui a des milliards plus que Nabil, mais qui a mis dans des coffres thésaurisés. Et voilà que c'est fruit, c'est-à-dire que ce qu'il a apporté aux populations lui font mériter, n'est-ce pas, cet enthousiasme-là, et qui fait peur, qui fait craindre au pouvoir. Un Premier ministre qui est déjà aux affaires, mais qu'on voit que il ne peut pas faire l'affaire. Parce que devant lui, il y a des poids lourds. Il y a pas que Nabil, il y a en Tunisie, il y a beaucoup de poids lourds aujourd'hui. C'est l'incertitude totale. C'est-à-dire que personne ne peut dire, voilà celui qui peut, n'est-ce pas, prendre la tête. Il y aura fondamentalement et à coup sûr un deuxième tour. C'est vraiment ce qu'on veut pour notre démocratie. C'est ça même le sens du deuxième tour. C'est-à-dire que aller au premier tour et dégager les deux premiers pour aller au deuxième tour et avoir des alliances et qui, n'est-ce pas, va faire, disons, un pourcentage plus représentatif pour pouvoir gérer un pays. Justement, cette incertitude dont on parle sur l'élection tunisienne est nourrie par également l'absence de démarcation claire dans les programmes des candidats. C'est des programmes qui se ressemblent trop. Non, mais moi je crois que tous, c'est vrai, ils ont une visée politique. Ce sont des gens qui veulent tous aller au pouvoir. Mais je crois que dans leur programme, ils marquent ce qu'on appelle la pédagogie politique parce que la manière de conquête du pouvoir n'est pas clairement définie. Et lorsque vous auscultez leur programme de société, donc c'est comme s'il y a des points communs, pour ne pas dire des redites. Et si vous voyez tous les programmes, ou bien presque tous les programmes, ce sont, disons, les mêmes dénonciations et avec des promesses qui se ressemblent. Donc là, c'est dire que la population tunisienne aujourd'hui dans un besoin assez certain. Et les politiques ont fait le diagnostic. C'est vrai, tout le monde avance des arguments, mais ce qui va les départager, en fait, c'est la stratégie politique qu'ils vont mettre en œuvre. Donc, si déjà un candidat en prison fait tellement sensation, donc c'est dire que derrière lui il y a toute une grosse machine parce que c'est vrai, le fait de le mettre en prison, on peut disons insinuer que c'est un moyen d'affaiblissement politique, mais c'est un retournement de situation plutôt qu'on voit dans ce cas d'espèce. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a l'assentiment des pauvres, des démunis en prison, donc là, il y aura toujours cette compassion. Donc cette compassion, elle est toujours méritée. Et la compassion méritée, donc il essaie de profiter de cela. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que le risque, c'est que s'il n'arrive pas à passer au second tour, quel sera son sort politique? Donc son sort politico-judiciaire. Mais comme le disait mon cher confrère Thierry, s'il parvenait à la deuxième marche d'escalier, donc ça va redistribuer les cartes politiques. Donc là, est-ce qu'il faudrait le maintenir toujours en détention, ou bien est-ce qu'il faut trouver des alibis, des contorsions juridiques pour essayer de le laisser libre et puis battre réellement campagne pour le second tour? Toujours est-il que dans le cas tunisien aujourd'hui, les dés ne sont pas pipés, d'une part comme de l'autre. Il y a cette incertitude politique-là et on verra dans les prochains jours. Et il ne faut pas nuancer également. Si on veut interroger, disons, l'intéressement de l'opinion internationale par rapport à cette situation, surtout en termes d'observateurs, il y a des choses à dire. Si nous clamons que l'Union africaine, c'est ce creuset qui nous regroupe. Et on est à même de dire aujourd'hui que l'Union africaine ne pourra pas observer les élections tunisiennes. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, le Premier ministre Youssef Chahed lui-même, intervenant sur une radio, a déclaré que l'élection se joue entre trois partis. Il y a le sien, il y a celui de Nabil Karoui et Enarda. Oui, quelque part, il a parfaitement raison. Mais avant de revenir sur la question, je voulais rebondir sur le fait que les programmes se ressemblent un tout petit peu. Et ça s'explique en ce sens que les programmes, la plupart des temps, c'est un recensement des mots qui minent la société. Donc, c'est tout à fait normal que tous les candidats, les 26 en lice, constatent, ou bien ils ont fait le même constat que voilà,
ce qui ne va pas dans le pays, et chacun de son côté l'a recensé et a constitué ou a fondé son programme là-dessus. Le grand frère Credo l'a dit tantôt, maintenant c'est l'approche. C'est-à-dire qu'une fois élu, il faut s'armer de stratégies et de moyens pour pouvoir les exécuter. On n'en est pas encore là. Concernant le fait que le candidat qui est mis en prison, je me dis que c'est une véritable menace pour le pouvoir actuel, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une manipulation de la justice pour l'écarter de la cause telle que ça se passe. Je crains qu'on lui donne même la possibilité pour qu'il puisse passer au second tour, parce que si jamais il passait au second tour, le pays va basculer, comme je l'ai dit tantôt, dans une violence inouïe, parce que tous ceux qui ont porté leur voix sur lui vont le défendre et vouloir qu'il soit libéré, ce qui forcément ne sera pas du goût, en tout cas pour le Premier ministre, si jamais il passait aussi au second tour. Maintenant, sur la question, vous voulez bien me... Oui, c'est-à-dire le Premier ministre dit qu'il y a son parti à lui, il y a Nabil Karoui qui est en détention et Enagda, que c'est entre les trois que ça va se jouer. Non, je ne crois pas, parce que dans ce lot-là, il y a aussi le ministre de la Défense sortant. Oui, donc, vous voyez que c'est des gens, la plupart, c'est des gens qui ont une fois exercé le pouvoir, et eux tous maîtrisent le fonctionnement ou le mécanisme du pouvoir. Donc, chacun, et je dirais que même c'est un jeu à armes égales, puisque eux tous ils connaissent le fonctionnement du pays, donc ils sauront quoi faire pour l'emporter. Francisco, dans cette élection, vous avez quand même un Premier ministre sortant qui n'a pas démissionné, mais qui a simplement transmis ses pouvoirs à son ministre de la fonction publique. Ça veut dire qu'il reste aux commandes, quoique candidat. Oui, ben... Ça lui donne une longueur d'avance? Non, pas forcément. Mais s'il a pu donner un petit sondage, ce qui est pratiquement interdit dans ce scrutin, puisque il y avait des sociétés de sondage, on a interdit que les gens publient des sondages, mais lui, il a pu déjà se situer deux autres personnes, ce qui veut dire que il sent vraiment véritablement la menace. Et ça ne sera pas, disons, facile pour lui, encore que si vraiment le magnat de la presse, l'homme des pauvres, arrivait à être parmi les deux premiers, alors ça risque de chauffer le deuxième tour, parce que là, on sera obligatoirement, on doit le laisser, on doit le libérer pour pouvoir poursuivre la campagne. Mais bon, en Tunisie, il n'est pas interdit, même si on est condamné, on peut faire campagne. Oui, mais justement, c'est ce qu'il est en train de faire. On l'a déjà vu. Non, on l'a déjà vu, je crois. On l'a déjà vu au Sénégal, lors des élections législatives. Je crois que le Niger l'avait déjà... Voilà, ils sont en train tous de recopier peut-être la Russie. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est ça quand on veut exercer le pouvoir, on dit on ne gouverne pas forcément par sa personne, mais c'est par ses idées, sa tête. Il est en prison, mais sur le terrain, on voit la mobilisation et la menace. Son épouse est là dans tous les meetings. Donc on sent que vraiment c'est quelqu'un qui a préparé. Il n'est pas venu dans le social pour rien. Il n'a pas fait la presse pour rien, parce que c'est d'abord un grand homme des médias qui s'est fait connaître là. Il a sa propre télé et autres. On a vu même au Sénégal. Qui passe en boucle. Voilà, on a vu aussi au Sénégal, Youssou, avec sa télé, sa radio. Il a été ministre de la Culture. Tout le monde était content, et puis il a fait ce qu'il pouvait. Alors, mais est-ce que vous pensez quand même que cette élection, parce que quand on finira le premier tour le dimanche, entre le premier et le second tour, il y a plusieurs mois, puisqu'il doit y avoir d'abord les législatives avant le second tour de la présidentielle, quels que soient les résultats, la Tunisie va pouvoir sauvegarder cette image du seul pays rescapé des printemps arabes?
Non, je crois que la Tunisie, au niveau de tous les acteurs politiques, ils ont cette obligation, pour ne pas dire ce devoir moral et politique, de sauvegarder l'essentiel, parce qu'ils ne voudront pas sombrer également. Donc, ils vont essayer de juguler ces temps, disons, ces quelques semaines de séparation avec le second tour, pour que, au moins, sur le plan de la gouvernance du pays, qu'il n'y ait pas du chaos. Et cela ira plutôt dans l'intérêt même de ce pays. La pause et on revient après pour le second sujet.